Bonsoir à tous. Merci John pour cette introduction. Ravi d'être là. Et effectivement, je vais vous parler de la blockchain. Mais avant ça, je voudrais plutôt vous partager une réflexion plus globale sur ce qu'est le digital et ce que le digital a pu apporter à notre société. Et c'est d'autant plus intéressant en fait que si on regarde l'histoire longue, le digital est quand même relativement court. On pourrait dire que c'est à peu près 30 ans aujourd'hui que les cas d'usage ont pu se développer. Et ce dont on se rend compte, c'est que le digital prend de plus en plus de place aujourd'hui dans nos vies, que ce soit par exemple pour travailler, discuter avec des amis, avoir accès à de la culture à travers la musique, les vidéos, etc. Et si on s'intéresse à ce que ça a pu apporter, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une notion d'accessibilité qui est très forte. En effet, prenons l'exemple de la musique. Avant le digital, finalement, la musique, ça pouvait paraître quelque chose d'élitiste. C'est-à-dire que quelqu'un qui habitait à côté de la maison de la radio n'avait pas accès de la même façon à la musique que quelqu'un qui pouvait être dans la Creuse, par exemple. Or, grâce à la digitalisation, grâce à la création de plateformes comme Spotify, etc., on a pu réduire énormément les barrières physiques et financières pour avoir accès à la culture, pour avoir accès à des bases de données, etc., et plus largement, pour avoir accès à la connaissance. Et donc, si on s'intéresse au fonctionnement des démocraties aujourd'hui, se dire que démocratiser l'accès à la culture, bah finalement, c'est quelque chose de bien. Le digital va dans le sens de la démocratie pour ça. Et en plus de ça, il y a eu une création de valeur absolument colossale liée à la digitalisation de l'économie, puisqu'il suffit d'observer qu'aujourd'hui, par exemple, un État comme la Californie a un PIB à peu près similaire à celui de la France, alors qu'on va dire que 80% de ce PIB, c'est du digital. Or, en fait, il y a quand même un paradoxe malgré tout ça, lorsqu'on s'intéresse à cette digitalisation et ce côté de démocratisation. En effet, accessibilité n'est pas propriété privée. Puisque, vous le savez tous, lorsque vous consommez de la musique sur SoundCloud, lorsque vous écoutez quelque chose sur Deezer, en fait, vous êtes que locataire de cette chanson-là. Et si on s'intéresse encore une fois à ce qu'est une démocratie, en tout cas d'un point de vue conceptuel, lorsqu'on replonge un peu plus loin dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on cherche 300 ans en arrière, quand les premiers philosophes comme John Locke, Hobbes ou Rousseau essaient de penser ce qu'est la démocratie, ce qu'est l'état de droit, le concept qui vient naturellement et qui est fondamental pour la démocratie, c'est le concept de propriété privée. En effet, c'est grâce à la propriété privée que aujourd'hui tous les entrepreneurs qui viennent vous présenter leur entreprise et leur projet révolutionnaire, quelque chose qui est encadré par un pacte d'actionnaires, avec un droit qui est fait respecter par l'état de droit. C'est pas par hasard qu'on l'appelle l'état de droit. Et finalement, si on s'intéresse à la manière dont les sociétés occidentales démocratiques ont pu se développer au cours des derniers siècles, c'est en grande partie grâce à cette notion de propriété privée qui garantit finalement l'appartenance de la création de valeur. Et donc c'est là où on se dit qu'il y a un paradoxe, parce que d'un côté, le digital permet la démocratisation de l'accès à la culture, tout en renversant, ou en tout cas niant, le concept fondamental qu'a été la propriété privée pour la création de la démocratie. Et donc c'est là que finalement la technologie blockchain est intéressante, c'est qu'elle permet d'apporter les briques technologiques qui rendent possible la notion de propriété privée dans le monde digital. Dit autrement, on peut imaginer d'être propriétaire d'une musique, d'un vinyle, de quelque chose qui serait digital grâce à la blockchain. Pour autant, est-ce que c'est réellement souhaitable de se dire on va aller dans une société digitale où on pourrait être propriétaire de tout? Puisqu'on se rend bien compte qu'il y a aussi des travers et des limites à cette concept de propriété, puisque derrière, ça peut engendrer des nouvelles inégalités, puisque lorsqu'on observe le monde physique, on se rend compte que c'est un pouillème de pourcentage de la population mondiale qui détient plus de 50% des biens. Et de se dire, est-ce que finalement on a envie de ça pour le monde digital qui, par essence, a été construit autour de l'accessibilité
et l'inclusion. Et en même temps, on se dit, bah, je veux quand même être propriétaire, parce que la propriété, c'est aussi ce qui me permet de transmettre. Reprenons l'exemple de la musique. C'est de se dire, bah, on est quand même content quand on va découvrir finalement la collection de vinyles de Beau Papa ou des choses comme ça, puisqu'on plonge un petit peu dans sa mémoire, on plonge un petit peu dans la personne qu'il était à travers ses goûts musicaux, etc. Et finalement, toute cette consommation qu'on a sur SoundCloud et Deezer, c'est quelque chose qui va s'évaporer et qui peut s'évaporer le jour où j'arrête tout simplement mon abonnement. Et donc c'est une partie de moi-même qui s'évapore. Et donc, comment réussir finalement à lier d'un côté ce concept de propriété et de l'autre d'accessibilité. Donc je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle, se dire, c'est pour ça que c'est plutôt un débat qui est ouvert, je ne pense pas pouvoir apporter aujourd'hui une réponse claire sur il faut prendre cette direction. Je pense qu'il faut que collectivement on puisse se poser les bonnes questions de savoir où est-ce qu'il faut mettre de la propriété privée pour permettre la transmission et essayer de retrouver ce système de confidentiel, et où est-ce qu'il faut mettre de l'accessibilité pour permettre de baisser les barrières à l'entrée pour pouvoir accéder à la connaissance et au savoir. Et donc, pour ça, il faut, à mon sens, mixer les technologies et les infrastructures réseau dites Web 2 et les infrastructures réseau dites Web 3 qui permettent cette notion de propriété, savoir dans quelle mesure on les fait, pour quel prix, etc. Je pense qu'il faut que cela devienne, à minima, un débat collectif, un débat démocratique, pour le coup, où chacun puisse donner son avis, chacun puisse dire c'est ça qui a de vraiment important, puisque quand même, un des points négatifs aussi de toute cette digitalisation et la création de ces GAFAM, c'est que finalement, le sort de centaines de millions, voire des milliards de personnes dépendent d'un actionnaire, par exemple Mark Zuckerberg, qui peut décider de changer une fonctionnalité sur Facebook. Et donc, apprenons de nos erreurs, et face à ces nouveaux défis qui sont propriété, transférabilité de la donnée, accessibilité de la donnée, essayons peut-être de réfléchir à des modèles plus vertueux en termes de répartition de la valeur, et plus vertueux en termes de comment on équilibre finalement bien les choses. Et c'est ça qui me semble vraiment important, et c'est en ça que la technologie blockchain peut être utile, tout en ayant aussi un enjeu de souveraineté numérique, puisque finalement toutes ces données sont stockées quelque part, et se dire il faut que un État, un territoire puisse se dire ces données m'appartiennent et ce n'est pas dépendant d'un acteur extérieur. Donc c'est un petit peu toutes ces questions qu'il faudrait être capable de se poser et mettre sur le débat public. Et trop souvent, malheureusement, quand on parle de blockchain, c'est simplement pour parler de volatilité et de cours des cryptos, qui, à mon sens, est moins intéressant que le concept fondamental que je viens d'exposer aujourd'hui. Merci.